unité musicale. J'arrête parce que... Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour commenter l'actualité et pour faire un travail de déconstruction. Alors aujourd'hui, en matière d'actualité, je vais parler des réunions qui se tiennent à l'initiative des comités populaires du CNCP et en particulier de celle qui s'est faite, voilà, il me semble que ça va, c'est ouvert. Donc, celle qui s'est faite hier, c'est au théâtre autonome marron de Fort-de-France, et avec un thème très intéressant, donc je vais en parler. Et ces réunions-là vont nous amener à un travail de déconstruction qui concerne les conceptions que nous avons quant à l'organisation et à la mobilisation de notre peuple. Donc voilà pour le menu, et je commence tout de suite avec les réunions organisées par les comités populaires. Vous savez que dès la création de notre mouvement, vous connaissez l'histoire du GAP, l'histoire de ACP en unité, l'histoire des comités populaires, et pour savoir que la ligne fondamentale de notre organisation repose sur la nécessité d'informer, d'éduquer le peuple à la base, et que c'est la condition essentielle, considérant que c'est la condition essentielle pour tout mouvement de libération sérieux, valable et qui veut gagner. Donc, ça c'est notre histoire. Et depuis quelques années, nous insistons dans notre propagande sur le fait qu'il y a des dangers d'une extrême gravité qui pèsent sur notre pays, mais plus globalement sur l'humanité. Je rappelle ces fameux 5 dangers que nous développons au fur et à mesure: dérèglement climatique, risque de crise économique majeure, risque de guerre internationale, fascisation et délitement sociétal et mental. Donc face à ces dangers-là, nous expliquons que plus que jamais s'impose la nécessité de vulgariser les connaissances qui permettent de comprendre les phénomènes, de vulgariser les connaissances politiques qui nous permettent de définir des choix importants. Donc depuis 2 ans, nous insistons beaucoup sur ces problématiques-là. Et les comités populaires, qui sont la base de notre organisation, on parle du CNCP. Le CNCP, c'est Conseil national des comités populaires, et qui regroupe les délégués des différentes sections de base. Pour rappel, il y a 5 sections: Nord-Atlantique, Nord-Caraïbes, Centre, Fort-de-France et Sud. Et puis nous avons une section et dans les migrations, donc nos frères de la diaspora basés en France principalement. Donc c'est ce travail-là qui consiste à s'appuyer sur l'activité des organisations de base pour vulgariser le travail d'information et de connaissances, nous a amené, à partir des 5 fléaux dont nous avons parlé, de décider de faire des réunions tournantes dans les différentes régions sur des thèmes qui concernent la préparation à la résistance, la préparation du peuple pour qu'il puisse affronter ces fameux défis. Alors, hier se clôturait une 2e série de boucantages. Ça veut dire que depuis quelques semaines, à tour de rôle, les comités populaires organisent des événements. Par exemple,
à Rivière-Salée avec une séance d'échange de semences, de plantes, de plants entre tous ceux qui pouvaient participer, avec des explications sur le rôle de chaque plante, de chaque espèce et la façon de les cultiver. Ensuite, nous avons eu une très belle réunion au quartier Beauchette où une spécialiste des situations de crise, une médecin urgentiste, était venue expliquer ce que chaque foyer, chaque quartier doit avoir à proximité, et notamment en matière de plantes, en matière de réserve de survie, pour pouvoir réagir dès le lendemain des catastrophes naturelles, puisqu'on sait que pendant une période de 15 jours à un mois, il n'y a pas possibilité que l'extérieur résolve les problèmes de vie. Donc on a eu cette réunion-là. On a eu encore un autre comité populaire qui a organisé une rencontre débat sur les préparations politiques et sociales à mettre en œuvre pour prévenir les risques de guerre majeure. Il y en a une autre encore, c'était sur, je ne sais plus, enfin bref. Et puis là, hier, il y a cette fameuse réunion au théâtre Autonome Mahon. Le thème, c'était la transformation et la conservation des produits locaux, justement pour être en mesure de vivre sur le long terme, de nous nourrir, de nous protéger sur le long terme. La conférence était animée par un paysan qui n'aime pas qu'on l'appelle exploitant agricole. Il ne faut pas exploiter la nature, il ne faut pas exploiter la nature comme on n'exploite pas les gens. Donc, et qui est M. Rijo, dis-moi. Rijo, c'est ça. Voilà. Et donc, qui expliquait, qui montrait les produits transformés et tout. Dans cette réunion, il y avait de nombreux techniciens agricoles, des gens qui ont des exploitations, entre guillemets, et de produits nécessaires à la survie du pays. Alors, très belle réunion. Dans le cadre de ce travail d'information, de vulgarisation des connaissances et de préparation à la résistance que mènent les comités populaires. Je ne vais pas plus loin sur cet aspect d'actualité, parce que c'est lui qui va nous donner le thème de la déconstruction. Pourquoi? Parce que dans cette réunion, une fois de plus, nous en avons déjà souvent parlé dans nos émissions, il y a une participante au moins qui dit, mais quelque chose d'une telle valeur, ce travail-là, écoutez ce que monsieur nous dit, vraiment, mais pourquoi tous les gens ne viennent pas en masse pour écouter ça, pour vulgariser? Un autre participant dit, mais quelle méthode on va faire pour que les gens comprennent enfin qu'il faut se fédérer? Je veux dire que, alors qu'on a un panel excessivement positif de gens qui font des choses en Martinique comme des milliers de gens le font, l'idée de nous autodénigrer reste là. Et l'aspect négatif reprend le dessus en disant, mais c'est vrai ça, mais c'est beau. On ne retient pas le beau, on met en avant le fait qu'il y ait une absence de. Et sous-entendu, il y a une petite culpabilisation de ceux qui ne sont pas là, puisque un ami participant à cette belle réunion dit, et si c'était Kalash qui jouait, il y aurait eu beaucoup de gens. Mais voilà pourquoi il nous faut travailler à la déconstruction des idées fausses. Pourquoi? Nous l'avons déjà dit, mais à l'occasion de ce point particulier, il nous faut le répéter. Pourquoi, dans toutes les mobilisations de rue, dans toutes les manifestations qui se font, où parfois il y a une centaine de personnes ou 1000, trouve-t-on des gens qui se plaignent de l'absence
d'un plus grand nombre. Alors, c'est là que parle l'émotion. C'est là que se tait la réflexion. Et que nous devons comprendre cette question-là pour devenir des propagandistes des connaissances qui feront que les gens ne diront plus ça. Parce que ça nous démobilise. Parce que ceux qui sont venus là, eh bien, ils vont dire la prochaine fois, je ne viendrai pas. Ah, ça ne sert à rien. Le nombre de fois qu'on a déjà dit, le peuple ne vient pas, etc. Donc, il faut qu'on explique pourquoi les gens qui sont là sont dans ce nombre-là et que les autres ne viennent pas pour de très bonnes raisons et qu'il ne s'agit pas de continuer à venir démobiliser des gens dans des manifestations où se trouvent des militants. Alors pourquoi? Il y a d'abord des contraintes objectives. Des contraintes objectives. Ça veut dire, je le répète, ça veut dire que les 15 000 aidants familiaux qui sont aux côtés de leurs proches grabataires, donc ça fait au moins 15 000 autres, 15 000 plus 15 000, 30 000 personnes sur la population qui ne peuvent pas venir, même s'ils ont envie, même si la cause est juste, parce qu'ils sont contraints. Il y a ceux qui sont contraints parce qu'ils sont dans des souffrances psychologiques. Leurs enfants sont dans des difficultés avec la drogue, parfois en prison. Ils n'ont pas l'argent tout simplement pour venir dans la manifestation. Ah, il y a les transports en commun. Vous avez déjà pris les transports en commun pour savoir les temps d'attente, les conditions. Non. Il y a des gens qui, pour des raisons économiques et des raisons objectives, qui ne vont pas venir. Et ils constituent la majorité de ce peuple que nous critiquons parce qu'il ne vient pas dans la manifestation. Qui est en tort dans cette affaire-là? Celui qui ne peut pas venir à cause de ces conditions-là, ou bien celui qui vient dire « Ah, peuple là pas bon, il va venir ». Qui donc ne fait pas l'effort de comprendre la réalité sociale. Et puis, il y a également les conditions dans lesquelles on appelle à la manifestation. Avant, il y avait des appareils de parti qui mobilisaient nos gens, etc. Mais maintenant, c'est par Internet, par réseaux sociaux, majoritairement, qu'on invite. Qui a à sa disposition des réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on trouve comme invitation sur les réseaux sociaux? Multiplicité d'événements aussi, mais coupure entre celui qui regarde et l'invitation, parce qu'il y a une méfiance vis-à-vis des appels. Et donc, ceux qui organisent emploient des moyens de communication informatique, de réseaux sociaux, mais négligent ceux qui faisaient la racine des mobilisations conscientes, le travail sur le terrain, le porte-à-porte, la préparation de la venue des gens, des parcours, etc. Et puis le choix du moment et de la forme des manifestations, enfin, parce que il y a des gens qui choisissent, alors pour ne pas avoir l'image de celui qui critique, je commence par prendre notre propre exemple, tiens, à travers un exemple concret, pour vous montrer ce que nous signifions en disant les inconséquences des organisateurs. À l'époque où nous organisions les ouvriers agricoles, en 72, avant la grève de 74, donc en prévision de mouvement, nous, les jeunes militants de l'époque, nous avions la vingtaine, fixions des réunions et nous invitions, et on allait sur le terrain inviter les gens. Et on fixait les réunions pour le vendredi soir à 18h. Les gens ne viennent pas. Heureusement que notre culture politique ne nous faisait pas dire « c'est mon nom pas à venir, nous finir puis ça ». Notre culture politique, c'était de dire « mais pourquoi les gens ne viennent pas ?» Et la réponse nous est venue de défunt Clément Barbara, un dirigeant de la grève des ouvriers agricoles, qui nous a dit « les hommes,
Ça, c'est vendredi soir, café réunion, personne ne peut venir. Les gens ne viendront pas parce que le vendredi soir, c'est le jour où on est obligé d'aller devant la boutique du béquet sur l'habitation pour recevoir son salaire hebdomadaire. Et les gens sont obligés d'aller le vendredi soir à cette heure-là, prendre l'argent, payer la grande majorité à la boutique où ils achètent le pain, l'huile, etc. Et puis aller régler leur problème familial avec ce qu'il reste. Faites la réunion samedi après-midi. Et effectivement, la réunion faite le samedi après-midi a vu tout le monde venir. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, de la mauvaise foi qui anime les organisateurs de manifestations, mais souvent la méconnaissance des conditions de vie et des possibilités réelles des gens. Alors, je vous incite tous et toutes sur la nécessité de ne pas dévaloriser les manifestations parce qu'il n'y a pas un peuple qui supposément n'est pas assez conscient, ne prend pas compte de la gravité de la situation. Non, c'est cette position-là qui est antipopulaire. Et puis il y a une autre raison qui fait que les gens ne vont pas dans les manifestations et qui est une position qu'on doit respecter. Premièrement, c'est qu'il y a des illusions, il y a des gens, des militants notamment, qui ont déjà fait des manifestations, et qui remarquent que cela ne change rien. Donc ils disent ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce qu'ils sont contre la cause, c'est parce qu'ils ont la conviction qui se justifie de l'inutilité de ces manifestations. Et effectivement, il y a des manifestations qui sont inutiles parce qu'elles ne sont pas adossées à un travail d'organisation et de contact avec les populations. Donc ces gens-là, ils sont désillusionnés et ils ne viennent pas. Prenons un exemple récent. Quand il y a eu les mobilisations récentes là, contre la vie chère, il y a beaucoup de gens qui sont descendus. Parce qu'il y avait en face des gens qui disaient les autres ne savaient pas faire, ça n'a servi à rien, 2009 c'était pas ça, donc, je crois qu'ils ont évolué leur langage après, hein, quand ils ont vu la réalité. Donc, nous allons nous battre. Il y a eu un engouement, les gens sont descendus. Et puis, il y a eu des manifestations, il y a eu des assises, les prix continuent à hausser. Est-ce que vous pensez sincèrement que les gens qui étaient venus, qui avaient cru, et qui aujourd'hui voient la situation, vont revenir aussi nombreux avec le même état d'esprit si quelqu'un d'autre vient leur dire ouais, il faut que nous allions. Non, la désillusion s'explique par la réalité des limites des mouvements tels qu'ils sont proposés aujourd'hui. Et la dernière considération que je veux dire, c'est que les gens n'ont pas confiance dans la lutte parce qu'ils méconnaissent l'histoire de notre pays. Les médias ne font pas de propagande sur ce qui est beau, ce qui est fort, ce qui montre la solidarité, la puissance, la capacité de transformer des gens qui venant du peuple. Ils ne parlent pas de ça. On parle d'un événement, d'une manifestation, en insistant parfois sur les débordements, etc. Mais, tiens, parlons de la sécurité sociale. L'exemple le plus concret qu'on puisse. Les gens sont contre l'indépendance parce qu'ils ont peur que les Français retirent la sécurité sociale. Mais si tout ce monde-là, du peuple martiniquais, savait dans quelles conditions ils touchent la sécurité sociale, ils auraient dit, c'est pas ce que nous gouvernons, nous ni. Ça veut dire que quand on a lutté pour obliger l'État français à installer la sécurité sociale, elle existait en France et ils ne l'appliquaient pas ici. Ce sont les communistes, ceux de l'époque qui étaient des combattants, les syndicats qui étaient vraiment implantés au peuple, qui sont allés dans les communes pour dire, maman, il y a un gourmet pour obliger de mettre la sécurité sociale. Les béquets faisaient campagne pour dire,
Ce sont des scélérats. Ils veulent qu'on prenne de l'argent sur votre salaire, des cotisations. Sans bien sûr expliquer que c'était pour avoir des retraites, des remboursements de maladies. Les gens qui ne savaient pas, eh bien, ils ne luttaient pas. Et puis il y en a qui étaient conscients, qui ont lutté, qui ont obligé le gouvernement français à prendre des dispositions pour étendre la sécurité sociale. Donc, de notre méconnaissance de notre histoire, nous ne pouvons pas dire, donc si nous ne parlons pas, nous ne pas rien, ces Français pas abandonner patate. Et rappelons-nous que à cela, il faut ajouter, c'est là toujours la question de la méconnaissance, que les gens ne savent pas tout ce que le gouvernement français, les gouvernements français font pour saboter la sécurité sociale et les retraites. Bon, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne donne pas autant d'argent pour les lunettes et tout ça, mais les gens n'ont pas réalisé que le but des gouvernements occidentaux, c'est d'en finir totalement avec la sécurité sociale, comme avait déjà commencé à le faire le gouvernement des États-Unis, et qui accélère aujourd'hui la procédure, la plus belle loi de Trump là qu'ils ont fêtée en grande pompe le 4 juillet, envisage de saboter toutes les protections sociales. Et les tout occidentaux européens qui suivent les politiques états-uniennes vont continuer à faire la même chose. Donc la méconnaissance de notre histoire et des réalités économiques fait que les gens ne peuvent pas mesurer l'importance de rentrer en lutte ouverte avec le colonialisme français. Alors, quand on a dit tout ça, chers militants, militantes, compatriotes qui aiment le pays, qui veulent le faire changer, nous comprenons que nous devons nous interdire de continuer à dire peuple n'a pas parlé, peuple n'a pas mis, peuple n'a pas vini, peuple n'a pas conséquence. Si c'était la bombe, qui allait, si c'est la bombe, il faut qu'il allait, ou il n'y a pas vini fou. Il n'y a pas même ni droit en miser. Ça fait en misement, il n'y a pas en les contours. Mais par contre, ça fait organiser en les contours. Alors, qu'est-ce que je fais au lieu de démobiliser ceux qui viennent? Qu'est-ce que je fais sur le terrain pour informer les gens, les questions de méconnaissance dont j'ai parlé, l'organisation des gens pour qu'ils puissent se déplacer, le choix des gens sur la forme de lutte et le moment des luttes pour pouvoir aller de l'avant. Mais j'ai parlé de raisons conjoncturelles. Il y a des raisons plus fondamentales qui font que notre conception quant à l'organisation et la mobilisation de notre peuple sont erronées. Que nous sommes victimes sur cette question-là d'aliénation. Quelles sont ces raisons? D'abord, nous sommes un peuple qui a connu l'esclavagisation. C'est-à-dire qu'on n'était plus soi. On n'avait plus le droit de penser, d'agir, sauf à marronner et avoir la jambe coupée. On n'accepte pas un système organisé où il y a des gens qui décident et puis on est soumis. Ça s'inscrit dans le subconscient. C'est-à-dire, nous pas même qu'à songer, mais sans tête nous, et ça nous fait agir. Le refus de la hiérarchisation. Psychologiquement, c'est un héritage de l'esclavagisation. C'est pas là où parler ni de la tête en monde que ça a sorti, puisque c'est le subconscient. Pour les gens qui connaissent un petit peu la psychologie, ou ceux qui ne connaissent pas, il faut qu'ils aillent se renseigner, le subconscient, c'est quelque chose qui est tellement puissant qu'il vous pousse à agir en contradiction avec ce que vous avez envie de faire, votre conscience, sans que vous en rendiez compte. C'est ça le subconscient. Donc, on a un subconscient qui est lié au passé esclavagiste, qui fait que on refuse la hiérarchie, on refuse l'ordre venant d'en haut, on refuse qu'un parti nous dise de faire ceci. Et ça se traduit sur le refus de l'organisation. Parce qu'après l'esclavagisation a continué la période coloniale.
Et dans la situation coloniale, tous ceux qui décident, ce sont des ennemis qui tuent le peuple. La structuration qui s'impose toujours dans notre subconscient, c'est la hiérarchie des gens de la poste, des gens de l'école, du recteur, des gens dans tous les domaines, de la police, de la justice, et qui souvent sont en contradiction avec nos intérêts profonds, qui sont en contradiction avec notre être. Donc, là, le subconscient travaille encore et nous appelle à refuser la hiérarchisation et l'organisation. De grâce, dépassons l'émotion, les jugements moraux, les jugements prétentieux de militants qui connaissent pour comprendre comment fonctionne l'âme humaine, le corps humain, l'esprit humain. Il est principalement dû d'une part à la conscience, mais si on a une conscience aliénée, on fera des bêtises, mais au subconscient qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas, dont on ne connaît pas les ressorts. Donc, de ça, nous devons dire, il nous faut expliquer, expliquer, expliquer. Parce qu'en réalité, le refus de s'organiser, le refus de rentrer dans des partis politiques, le refus d'aller dans des associations de parents d'élèves, tout ça repose sur ce subconscient, cette résistance inconsciente à la domination. C'est une stratégie d'autodéfense. On ne veut pas être soumis aux institutions officielles. Il y a une méfiance systématique. À quoi vient s'ajouter le fait que les classes politiques liées à la domination coloniale, la petite bourgeoisie assimilée, aliénée, qui défend le système colonial, n'ont cessé de nous enduire, nous emmener d'amener le peuple généralement dans des voies erronées qui les ont déçus. On a parlé de déception pour les manifestations, mais là, pour la lutte globale, on a été déçus. Les gens ont fait confiance à la gauche. Après, ils ont fait confiance à la droite. Mais kif bourrico, ils ont toujours été en bang. Donc, ils n'ont plus confiance. La méfiance est systématique vers les élites, comment dirais-je, les élus. Hein? Il y en a de bons, il y en a de sérieux, il y en a de sincères. Mais il y en a tellement qui nous ont dit « je vais faire » et qui n'ont pas fait, que les gens n'y croient plus. Méfiance systématique. Donc ça, c'est une raison fondamentale. Tout ce substrat de notre subconscient qui dit aux gens, je ne vais pas rentrer dans le qualité baïdala. Je ne vais pas acheter château sac. On ne peut pas critiquer ça, on ne peut pas donner de jugement moraux sur des questions comme ça. Et il faut dire, c'est une réalité, comment on s'en sort. Mais là, j'ai parlé des séquelles du passé esclavagiste, de la réalité coloniale. Il faut parler de ce que nous avons déjà expliqué plusieurs fois, ce qu'on appelle le syndrome de Lynch. Une fois de plus, je vous invite à aller voir la vidéo qui est sur le site www.jcambouttv.com qui explique ce que c'est. C'est une analyse fondée sur des bases psychologiques, sociologiques, qui explique comment l'esprit du peuple martiniquais a pu être désarticulé et qu'on est soumis à une aliénation profonde qui est liée à ce passé dont nous avons dit. Je ne vais pas être long sur cette affaire, je vous invite à aller voir ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'aliénation en question nous fait, nous méfier, nous pousse à nous diviser. Alors, vous savez, le principe diviser pour régner, les États bourgeois l'ont toujours fait, les classes dominantes l'ont toujours fait, ça se fait en France, on divise les gens comme la fameuse division fonctionnaire contre ouvriers, services publics. C'est appliqué en France pour diviser. Mais chez nous, ça prend
une dimension particulière parce que ça vient s'asseoir sur le syndrome de Lynch. Lisez le discours de Willie Lynch. Allez taper sur Google, discours de Willie Lynch, qui donne mission à ses familles, ses commandeurs, d'appliquer des principes pour diviser les gens. Opposer le jeune au vieux, opposer l'homme à la femme, opposer celui qui habite sur le monde à celui qui habite dans la plaine. Et je vous assure qu'après, vous n'aurez plus besoin de faire quoi que ce soit, les nègres vont s'opposer entre eux-mêmes. Donc cette division-là est exacerbée par la politique menée par les esclavagistes en Martinique. Et quand on parle des divisions des fonctionnaires et les autres travailleurs en France, ici, mais c'est vraiment une gangrène. Ah, c'est bon, 40%, 40%. Ça ne veut rien dire, je l'ai déjà expliqué, pour ceux qui disent, je ne sais, cherchez, demandez, venez en réunion. Cette histoire de 40% n'a aucune signification. Des blancs fonctionnaires touchaient 40% de plus que les fonctionnaires noirs en Martinique. Nos grands-parents ont mené des luttes, des grèves, notamment 3 mois de grève en 1953, pour dire nous devons toucher les mêmes salaires que les fonctionnaires blancs. Or, les fonctionnaires blancs touchaient 40% de plus, soi-disant parce que la vie est plus chère en Martinique de 40%. Ils ont obtenu victoire. Et avec cet argent-là, cette justice salariale-là, ils ont permis d'investir dans la construction pour donner du travail aux petits entrepreneurs, pas à brigands, aux petits entrepreneurs. Ils ont embauché des servantes souvent maltraitées, c'est vrai, toujours syndrome de Lynch et division. Ils ont, certains, acheté des terrains pour planter, etc. Donc, ils ont boosté le pays. Aujourd'hui, c'est un prétexte de dénigrer notre peuple. Ah, c'est beau, 40%. Étant entendu, qu'après qu'ils aient gagné cette victoire-là, le gouvernement français a repris tout ce qu'il avait donné, en refusant aux fonctionnaires des allocations familiales qu'ils touchaient et que les ouvriers touchent jusqu'à présent. En faisant les fonctionnaires payer la crèche 10 fois plus cher, non, pas 10 fois, 5 fois plus cher que ceux qui ne sont pas fonctionnaires. En ne donnant pas de bourse à leurs enfants qui allaient faire des études quand les autres écoles. Ils ont récupéré. En faisant en sorte que sur les comptes en banque, les taux des prêts pompent tous les acquis des fonctionnaires. Ce qui veut dire que le 22 mois, tout fonctionnaire a dit on t'a déhabillé parce que tout le monde en chie. Et c'est une principale division au sein de notre peuple. Les fonctionnaires. Fonctionnaires qui travaillent dans des services publics, qui enseignent à nos enfants, qui soignent dans les hôpitaux. Nous, et puis nous avons fait le gouvernement, foutre des rois, précariser, réduire le salaire. C'est-à-dire que nous avons tiré pour mettre le pays. Donc, j'ai pris cet exemple-là, les dockers. Ces dockers-là qui ont touché tout ça à l'argent. Quel est le rôle du docker? Quelle est sa responsabilité sur un port dans lequel on élimine toute la main-d'œuvre et qu'on demande un travail spécialisé pour gérer des portiques, etc. S'il touche beaucoup d'argent, ça, bon, qu'est-ce que ça peut vous faire? Il les mérite. Il les mérite. Et puis, comparez ce que le docker la touche sur le port au salaire des dirigeants du port. Et surtout, aux bénéfices que font les compagnies maritimes qui sont de l'ordre de milliards et de milliards. Mais c'est dodo qui est la autres. Syndrome de Lynch. Syndrome de Lynch. On est enragé contre le docker qui va nourrir sa famille, qui va consommer en Martinique, même si la consommation a des difficultés dedans. Et puis en même temps, on applaudit un footballeur qui touche 1 million par mois parce qu'il donne des coups de pied dans une boule,
en disant, il faut que je rentre, ah ouais, il faut que je fasse ça, ça vient. Par semaine aussi. Par semaine aussi. Une vedette de la chanson qui a des milliards, qui voyage en jet, qui ah ouais, ah, il faut que je vienne comme ça. Ça, c'est l'aliénation. Donc, il nous faut comprendre que il faut vraiment, vraiment changer notre conception si nous voulons lutter contre l'exploitation, contre le colonialisme, contre la domination, contre l'aggravation. La vie, c'est une conséquence. Mais contre tout cela, il nous faut changer. Parce que c'est une lutte entre deux armées. L'armée du pouvoir colonial français et la caste béquée qui domine tout, d'un côté, qui a décaché, qui a volé l'argent noir à tous les niveaux, et puis l'armée du peuple qui a besoin de vivre. Mais comment peut-on mener une guerre contre une armée si on n'est pas organisé? J'ai expliqué pourquoi on est hostile à l'organisation historiquement, mais si on a compris tout ce message-là, il faut dire, ouais, eh bien, il nous faut obligatoirement surmonter cette méfiance-là, ce refus d'organisation. La propagande qui fait, notamment en France, ici comme en France, que tous nos jeunes militants, on les a éduqués dans l'esprit, je suis un individu, un citoyen. Je fais ce que je pense qui est bon pour libérer mon pays, mais je ne veux pas être organisé, je ne veux pas être récupéré par un parti politique. L'ennemi à ces partis politiques en étroite relation avec tout ce qu'il fait, ou les menant en la guerre, que vous ne soyez pas armés, organisés politiquement, si vous pas une conséquence théorique, si tu es un citoyen contre les multinationales, le pouvoir colonial et la caste béquée, quand on regarde les cas décatchés. Donc, si tu n'as pas compris ça pour te désaliéner, dire il faut que je me forme, il faut que je sois humble, que j'apprenne avant de donner des leçons aux autres et que je m'organise pour que la pensée collective me fasse faire les bons choix. Je ne note pas en dictature. Hein. Je viens porter ma pierre à la construction en toute liberté, en critiquant ce que je désapprouve, en applaudissant ce qui est bien, etc. Donc, si je n'ai pas fait ça, mon peuple n'aura pas dormi et la bataille que je prétends mener sera perdue. Donc, il faut que nous comprenions que c'est l'organisation et la pensée collective qui nous sauvera. Beaucoup de gens se revendiquent de l'héritage africain. Ah, après, c'est africain, d'accord. Ok. Mais les civilisations africaines précoloniales, elles étaient inorganisées. Il n'y avait pas le conseil de sages, il n'y avait pas des réunions où on réglait les contradictions. Ce n'était pas le règne de la communauté, de la pensée collective, de l'organisation. Il n'y avait pas des règles et des rites, le respect des anciens, les façons de régler les litiges. Je ne suis pas un panafricaniste si je ne m'appuie pas sur ces racines-là. Je ne suis pas un défenseur du peuple martiniquais des cas mythes de leur histoire si je ne prends pas le non-non de la civilisation pour l'appliquer dans notre façon de lutter contre les mêmes ennemis qui ont détruit les civilisations africaines. Je me fais plaisir. Ou je me donne un prétexte pour ne pas changer la réalité en faisant croire que je suis pour mes ancêtres et tout, sans changer la société capitaliste et coloniale. Ça ne sert à rien de dénoncer à le pouvoir, le colon, le béquet, s'ils ne m'ont pas organisé pour changer le système-là. Et comment je peux m'organiser si je ne suis pas structuré sur les bases communautaires et de pensée collective qui sont la racine des civilisations pré-capitalistes et pré-bourgeoises. Alors, quand j'ai compris tout ça, il y a un travail à faire pour la désaliénation personnelle et collective, qui ne peut se faire que collectivement, et la prise de décision individuelle, parce que la communauté est constituée d'individus. Si chacun de nous dit, bon, ouais, mon pâté ni conscience de tout ça, mais actuellement, on va rentrer au combat.
il faut savoir que j'ai des défauts, j'ai des insuffisances, j'ai des comportements individualistes contre lesquels je dois lutter. J'ai des aspects positifs, j'ai des aspects négatifs. Tous ceux qui sont face de moi ont des aspects positifs et des aspects négatifs. Donc il faut surmonter la méfiance et les barrières qui ont été installées pour être humble. Quelqu'un vient me donner un conseil, une critique. Alors peut-être que la personne met de mauvaise forme, hein, mais je dois dire, bon, monsieur a dit ça mal, mais ça il a dit, il faut que je me tienne compte. Si la personne me dit, mais ça qu'a fait pas bien, il nous faut changer d'attitude et accepter que nous sommes dans un monde qui ne peut pas vivre s'il n'y a pas des interrelations saines, sereines entre les différents acteurs de la société. Comment je vais accepter les critiques? Comment je vais accepter de régler les contradictions pour aider l'autre à dépasser ces contradictions et voir qu'il doit porter quelque chose à la cause commune. Et tout cela, je fais un effort, mais ce n'est pas facile. Nous avons des caractères, nous avons des passés qui développent des agressivités, on ne peut rien contre cela. Mais on peut par contre dire, bon, il faut que je rentre dans une dynamique pour m'amender et pour porter ma contribution à l'amendement de la société globale. Et là, j'ai bien dit qu'on est hostile à l'organisation, mais je dois comprendre que je dois m'organiser. Je dois choisir si je vais m'organiser dans une association qui fait du travail caritatif, religieux ou pas, si je vais dans un syndicat pour développer des thèses de lutte, si je vais dans un parti politique qui convient à ma volonté de souveraineté et qui ne s'abrite pas au cancan électoraliste, je choisis. Je peux choisir aussi de ne pas rentrer directement dans une organisation, mais de collaborer, d'être sympathisant, de soutenir différentes organisations avec l'esprit que nous avons dit. Donc, en guise de conclusion, ce que je veux dire, que nous avons des conceptions aliénées qui viennent bloquer l'organisation et la mobilisation de notre peuple. Et cela, ce n'est pas un hasard, c'est un travail minutieux de provocation, de détoxication qui est fait depuis des siècles. Et là, nous avons le choix devant nous là. Est-ce que nous continuons dans cette voie sans issue, ou bien est-ce que nous contribuons à la libération de notre peuple martiniquais en nous amendant et en nous organisant? Je vous remercie de votre attention. Alors.